Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de cette édition. Les responsables de l'organe de déontologie de l'éthique des médias au cabinet du ministre de la Communication, l'instance d'autorégulation des médias au Bénin, est à l'échange avec le ministre Alain Orunla. Une application mobile pour détecter tout individu en contact avec une personne infectée au Covid-19. L'application annonce Over. Elle a été présentée à la Cité Campus de Seme City. Et puis à Kandi, on a tenu la conférence administrative départementale à l'ordre du jour, la stratégie de promotion de l'économie locale. Bonjour à tous et bienvenue d'être là. L'un des 12 points inscrits à l'ordre du jour de la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de 2020 a été adopté au Parlement. Il s'agit du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. Voici le point avec Guillaume Avienou. La 3e session extraordinaire du Parlement au titre de 2020 a démarré ce lundi avec l'adoption à l'unanimité de la loi portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. Il s'agit d'un projet de loi qui fusionne et corrige les insuffisances et rigidités identifiées dans 3 anciens textes jusque-là en vigueur. La loi du 26 avril 1988 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des entreprises publiques et semi-publiques, de la loi du 6 août 1992 portant détermination des principes fondamentaux des dénationalisations et des transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, et enfin de la loi du 20 juillet portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique en République du Bénin. En 1997, la décision communautaire a suggéré qu'il y ait uniformité pour que toutes les sociétés d'État, toutes les entreprises publiques soient gérées sous le même statut, sous le même régime que les entreprises privées. C'est la volonté du gouvernement à faire transposer certaines dispositions communautaires dans notre loi nationale qui l'a amené à soumettre ce projet de loi. Le texte proposé par le gouvernement, un document de 10 chapitres répartis en 80 articles, va permettre aux entreprises publiques du pays de prendre les formes d'établissements publics à caractère administratif, encore appelés offices, agences ou sociétés d'État détenues à 100% par l'État ou de sociétés à participation publique majoritaire. Selon le rapport de la Commission du plan de l'équipement et de la production présenté en plénière, le nouveau texte comporte plusieurs innovations, entre autres l'utilisation des règles de gestion privée dans les établissements publics à caractère administratif précédemment soumises exclusivement aux règles de comptabilité publique, l'élimination de la pratique de la nomination d'agents comptables publics concomitamment au recrutement de directeurs administratifs et financiers dans les agences ou offices d'État, la clarification et la rationalisation de la composition des conseils d'administration afin de garantir une meilleure efficacité et la nomination des directeurs généraux des offices, agences ou sociétés d'État
se fera toujours en Conseil des ministres sur proposition des conseils d'administration, mais assorti désormais de la signature de contrats basés sur l'atteinte des objectifs prédéfinis. Ainsi donc, le renouvellement du mandat d'un directeur général va être en fonction de ses performances. Enfin, la loi définit les modalités pour la simplification des opérations de dénationalisation ou de privatisation. Le gouvernement, en initiant ce projet de loi, a voulu mettre un terme au parcours erratique des entreprises publiques. Ce n'est pas la peine de le rappeler, et tout ce qui s'est passé avant 90 et depuis 90. Il faut avoir une claire vision qui coïncide ou qui s'harmonise avec celle du libéralisme économique qui est l'option faite par les représentants à la conférence nationale. Nous avons décidé depuis 1990 de mettre en place un régime libéral, mais à visage humain. Avec cette loi, ses porteurs espèrent en venir à bout de la malgouvernance qui a jusque-là caractérisé le grand nombre des entreprises publiques du pays. On s'intéresse à présent à cette audience que le ministre de la Communication a accordée au président de l'instance d'autorégulation des médias au Bénin. Plusieurs sujets dont la professionnalisation des hommes des médias étaient au menu des échanges. On écoute le président de l'EDEM. Nous avons présenté l'instance d'autorégulation dans les médias au ministre avec les membres du bureau. Nous lui avons présenté nos projets phares, notamment le projet dénommé l'ODEM pour l'utilisation responsable des médias sociaux pour la préservation de la paix au Bénin et qui est sur un financement alternatif. Nous lui avons d'ailleurs, à cette occasion, remis, il a eu la primeur de recevoir la plaquette que nous avons éditée par rapport à la question du code de déontologie, où il est question de faire lire les articles du chapitre 6 et livre 9 au public et aux professionnels des médias, avec un petit commentaire d'un expert, pour qu'ils puissent vraiment se renseigner sur les questions du code du numérique. Mais il faut dire qu'à la prise de parole, Monsieur le ministre nous a dit clairement, à cœur ouvert, que la gouvernance politique n'a aucun intérêt à vouloir bâillonner les médias du Bénin. Tout ce qu'on souhaite pour les journalistes au Bénin, c'est d'aller au professionnalisme, d'être des journalistes professionnels, d'être de réels professionnels des médias. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des productions pour critiquer, dénoncer, mais en dénonçant, qu'on ait les preuves de ce que l'on dénonce. Et là, ce serait une fierté pour tout le monde de voir des journalistes dénoncer et être à même aussi d'en apporter les preuves. C'est une grande joie d'avoir rencontré le ministre de la Communication. Moi, particulièrement, je suis satisfait. On dirait même que c'est une rencontre de renforcement de capacité parce que nous sommes allés boire à la source d'une expérience. On reste dans le domaine des médias. Le Fonds d'appui au développement des médias FADEM, institué depuis plusieurs années, n'est jamais entré dans sa phase active, mais bientôt, ce fonds pourrait être opérationnel. C'est du moins ce qu'on retient de l'interview accordée par le président de ce fonds à l'issue de son audience avec le ministre de la Communication. On l'écoute au micro de Marcel Arrossi. Cette loi, depuis 2015 qu'elle est votée, elle n'a pas évolué. Aucune structure n'a été mise en place. Ça fait que la place, elle manque beaucoup de moyens pour son développement. Nous avons jugé mieux aller voir le ministre de la Communication en tant que représentant du gouvernement, discuter avec lui, analyser les contours de cette loi et voir les voies et moyens pour que désormais et enfin les moyens puissent être mis à la disposition du FADEM, mais il faut maîtriser le contour de ces tests, savoir les différents tests d'accompagnement qu'il faut prendre. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes rendus auprès du ministre. Nous avons la chance qu'il soit juriste et un praticien de droit. Donc, face à une telle personne, vous êtes d'accord que la discussion doit être totalement à l'aise et facile. On a été rassurés parce qu'il connaît bien la chose. Il sait très bien de quoi il s'agit. Donc, la discussion a été franche et directe.
Et nous espérons que dans les tout prochains jours et semaines, une solution idoine sera trouvée. Bientôt, 1er août, le Bénin va célébrer 60 ans d'indépendance. Compte tenu de la crise sanitaire, la célébration de cette année est annoncée pour être sobre. Mais en attendant ce 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin, retour sur l'histoire de ce jour particulier à travers ce commentaire signé Renaud Akapo. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française. Discours solennel du président Hubert Koutoukou Maga, accompagné de 101 coups de canon. Voilà l'acte historique qui a immortalisé l'accession du Dahomey à la souveraineté internationale le 1er août 1960. Ambiance de liesse populaire pour célébrer l'indépendance acquise. Du nord au sud du pays, 2 millions de Dahoméens s'extasient à cœur joie. Ils ont senti un vent de liberté souffler sur l'ancienne colonie, longtemps restée sous la domination française. Même euphorie à l'adoption de la nouvelle constitution le 25 novembre 1960. Les élections générales, tenues le 11 décembre suivant, consacraient le maintien au pouvoir du président Hubert Koutoukou Maga. Cette période de stabilité politique a été de courte durée. En effet, profitant des troubles sociaux dans le pays, l'armée a renversé le 28 octobre 1963 Hubert Maga, le père de l'indépendance, démocratiquement élu à la tête du jeune État. Les militaires ne font pas de politique. S'ils interviennent, c'est parce que les civils n'ont pas pu gérer sainement les affaires de l'État. Et alors, appelés par le peuple, ils sont obligés d'intervenir pour remettre de l'ordre dans le pays. Ce sont les syndicalistes, à l'époque, qui ont demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Les syndicalistes voyaient bien que, économiquement, le pays n'en menait pas large et que les deux corps sociaux qui ont de la discipline, c'est le clergé catholique et l'armée. Il n'est pas question pour le clergé catholique de prendre le pouvoir. Il ne restait que l'armée et donc le cycle a commencé. Le temps de l'instabilité politique est ainsi lancé. Sur les 12 premières années post-indépendance, une série de coups d'État ont valu à la jeune nation le bien triste surnom d'enfant malade de l'Afrique. C'est une période tumultueuse que l'histoire a retenue. Pendant 12 ans, on a assisté à environ 10 coups d'État. On a eu à connaître environ 10 chefs d'État. Tous ces coups d'État n'étaient pas de notre fait. Certains étaient commandités de l'extérieur. Pour conjurer cette instabilité chronique, l'idée d'un triumvirat a été même expérimentée. Une présidence tournante fut instaurée en 1970 avec un conseil présidentiel composé des présidents Hubert Koutoukou Maga, Sourmigan Akpiti et Justin Tometi Aromanegbe. Là encore, échec et mat. Et puis on s'est dit, mais si on les mettait les trois ensemble, ils vont gouverner ensemble. Mais comment voulez-vous qu'ils puissent gouverner ensemble? Et il n'est pas étonnant que Maga, qui a déjà eu 3 ans de présidence, ait pu finir son mandat à lui. Lui, Aromanegbe, arrive. On le connaît pour son caractère tout à fait abouméen. Il est chef. Ce n'est pas à lui qu'on impose des décisions. Rapidement, on a renversé Aromanegbe et, disons, la bonne formule était trouvée. On a essayé chacun des trois, plus ou moins bien. Ça n'a pas marché. On a essayé les trois ensemble. Ça n'a pas marché. Maintenant, nous allons faire la révolution. Nous autres militaires, nous revenons cette fois-ci pour rester. Vive la révolution! La ronde des présidents civils à la tête du jeune État a été interrompue le 26 octobre 1972. Sous la direction du jeune commandant de bataillon Mathieu Kérékou, l'armée a décidé de reprendre la main. Elle prend le pouvoir et suspend la Constitution. Mon commandant, pourquoi ce coup d'État? Le coup d'État, je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir 3 présidents. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents.
La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on est à peine 3 millions. 3 présidents, c'est trop. Nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. C'était le début du deuxième temps fort politique du Dahomey, devenu en 1975 République populaire du Bénin. En 1972, les militaires avaient été considérés comme la solution aux problèmes politiques béninois. Applaudi à grands cris à ses débuts pour ses orientations idéologiques, le régime révolutionnaire était par la suite voué aux gémonies pour n'avoir pas réussi à stimuler l'économie nationale. L'économie béninoise est entrée dans une période de crise qui a été renforcée, encouragée par la mauvaise gestion des entreprises publiques. En 1989, le pays ne pouvait plus du tout tenir. Les crises sociales ont commencé. La grève généralisée a été déclenchée par toutes les centrales syndicales. Le président Mathieu Kérékou était obligé de convoquer une assise nationale pour réfléchir à la nouvelle donne. Non, la révolution, ça a été un gâchis. J'ai fait partie de ceux qui voulaient qu'on se débarrassât de cette révolution-là qui nous avait fait reculer sur tous les plans. L'écho des critiques laisse encore de marbre aujourd'hui certains nostalgiques de la période révolutionnaire. Le régime dictatorial a enfanté la démocratie, premier acquis. L'unité nationale, qui est devenue une réalité, c'est encore un acquis inébranlable aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la pensée unique instaurée sous l'ère de la révolution marxiste-léniniste a laissé des traces indélébiles. Très vite, la révolution a été récupérée par des gens médiocres. Et je pense que c'est cela que nous avons compris à la conférence nationale. Laquelle conférence n'aurait pas pu réussir sans le couple, pas juste, sans le tandem Kérékou-De Souza. Du 19 au 28 février 1990, le Bénin a posé les jalons d'une démocratie pluraliste qui a inspiré de nombreux pays de la sous-région. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang, ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Le temps du renouveau démocratique consacré par cette grand-messe des forces vives de la nation s'est consolidé au fil des 3 dernières décennies. 4 présidents de la République se sont depuis lors passés le témoin à l'issue d'élections jugées transparentes et crédibles par la communauté internationale. Vous le savez certainement, le gouvernement a interdit temporairement l'importation des œufs de consommation, une décision qui intervient dans le cadre de la prévention de la grippe aviaire qui sévit dans certains pays de la sous-région. Les directeurs de l'élevage du commerce reviennent ici sur les tenants et aboutissants de cette décision. On les écoute. Les importateurs des produits alimentaires, principalement des œufs de table, doivent savoir qu'il y a une interdiction d'importation de ces produits, de ces œufs, des pays qui ont fait l'objet de la grippe aviaire. Et à partir de ce moment, nous voulons demander à tous les importateurs de bien vouloir se rapprocher du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour avoir des informations claires sur cette activité avant de pouvoir la mener, afin de ne pas mettre en danger la santé de la population. Et vous auriez déjà constaté que ces œufs qui sont importés de ces pays incriminés coûtent très moins cher et les populations vont recourir à ces œufs qui coûtent moins cher, alors qu'en réalité, ce n'est pas pour leur santé. Ce faisant, les auteurs de ces importations font courir à notre pays des risques sanitaires, hygiéniques et de pertes économiques. Chez l'homme, les œufs incriminés n'étant pas soumis à une inspection de salubrité constituent
des vecteurs de maladies et peuvent être à l'origine de divers troubles chez le consommateur avec des conséquences sur la santé publique. Chez les animaux, et surtout chez les volailles, celles industrielles, c'est-à-dire la poule pondeuse, le poulet de chair, mais également les volailles traditionnelles, ces volailles sont menacées de grippe aviaire. Il est apparu que 3 sous-types du virus de la grippe aviaire circulent dans la sous-région. Il s'agit des sous-types H5N1, H5N6 et H5N8. La grippe aviaire, notamment celle causée par le virus H5N1, est une maladie très meurtrière pour les volailles. De plus, elle constitue une zoonose, c'est-à-dire une maladie pouvant être transmise à l'homme par les animaux, ici représentés par les volailles. Sur le plan économique, il est observé une mévente des œufs produits localement. En effet, pour les œufs importés, le prix de vente d'un plateau de 30 œufs varie de 1200 à 1400 francs CFA suivant le calibre, soit une baisse de 300 à 500 francs CFA en comparaison au prix de vente des plateaux de produits localement, qui varie entre 1500 et 1900 francs CFA. Ce phénomène pourrait à terme annihiler les efforts consentis par le gouvernement en matière de promotion de la filière des œufs de consommation à travers notamment le programme national de développement de la filière œufs de table. Toute infraction ou tentative d'infraction aux dispositions de cet arrêté est punie des peines prévues à l'article 37 de la loi numéro 90-005 du 15 mai 1990, fixant les conditions d'exercice des activités de commerce en République du Bénin, et celles prévues aux articles 17 et 22 de la loi numéro 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires, sans préjudice des sanctions prévues par le Code des douanes. La cité Campus MSC tient ambition de résoudre des problèmes africains avec de nouvelles méthodes. C'est accompagne les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets à développer des startups au sein des incubateurs. J'allais dire, récemment, un jeune entrepreneur a développé une application mobile qui permet de détecter les différentes personnes qui ont été en contact avec les personnes infectées au Covid-19. Voici le point avec Jérôme Ombo. Façade carmin au vent violet, jaune et rouge. Ici, c'est l'immeuble de Semewan, incubateur des startups béninoises. Le choix du design n'est pas fait au hasard. Le bâtiment a été construit pour avoir en un seul lieu des chercheurs, des étudiants et des entrepreneurs. On sait que toutes les grandes innovations sont arrivées par l'une des autres de ces branches. Donc avoir dans un seul lieu, au deuxième étage, des chercheurs qui se posent des questions sur lesquelles ils sont confrontés et qui vont au premier étage voir des étudiants, et pareil pour des entrepreneurs qui sont confrontés à une problématique, qui vont voir des chercheurs, on se retrouve donc dans un tel lieu. Et construire un bâtiment aussi coloré pour permettre à l'émulsion de tous ces cerveaux ensemble, c'est sûr que c'est gage de beaucoup d'innovation. Abdul Khalim Assouma a voulu faire de ces 4250 mètres carrés entièrement dédiés à la recherche et aux nouvelles technologies un bâtiment innovant et intelligent, peu gourmand en énergie et à la pointe des plus grands centres africains de ce type. Les maçons et les peintres font les dernières retouches et dans quelques jours, Semewan accueillera entrepreneurs, incubés et étudiants spécialisés dans les nouvelles technologies. Un choix multiple qui trouve tout son sens en ces temps de pandémie mondiale et de course aux innovations. À 29 ans, Donald Chaou et 5 de ses amis ont mis au point Inksover, une application mobile pour mieux respecter la distanciation sociale et permettre aussi de retracer la chaîne de contact d'une personne infectée. Elle permet en fait de détecter les différentes personnes qui ont été en contact avec une personne infectée
du Covid. Donc non seulement elle permet de tracer ces différents cas contacts, elle permet aussi aux utilisateurs d'avoir des informations fiables sur le Covid. Avant de venir à CMS City, c'est vrai, on faisait la transformation, mais on n'avait pas en fait les données scientifiques pour la formulation, par exemple, des thés. Donc, grâce à CMS City, on a eu une phytothérapeute qui nous aide dans la formulation de ces produits. Ce nouveau bâtiment fait partie de CMS City, un programme de développement économique voulu par le chef de l'État, Patrice Talon, visant à faire du Bénin un hub technologique pour l'Afrique de l'Ouest sur le modèle du Kenya en Afrique de l'Est ou du Rwanda pour l'Afrique des Grands Lacs. On vient chercher des collaborations, on vient chercher des formations, on vient chercher de l'accompagnement justement pour monter un projet, pour se former, pour avoir un diplôme. Mais surtout, il y a une finalité qui est de résoudre des problèmes africains avec des nouvelles méthodes en se disant peut-être que ce qu'on a fait jusqu'à présent, on peut améliorer et on veut le faire ensemble. Beaucoup d'autres innovations sont attendues dans ce lieu typique de création. Alors à présent, dans le Nord, une conférence départementale s'est tenue à Kandy, dans le département de la Leborie, ce 15 juillet 2020. Les débats ont tourné autour du développement local et de la stratégie de promotion de l'économie locale. Il était question aussi du programme d'assistance sociale. Voici le point avec Ghislain Pouguet. À l'ordre du jour de cette conférence administrative départementale, le point d'exécution du programme annuel d'assistance conseil du département, l'étude du projet du même programme pour 2021 et les examens de fin d'année des collèges d'enseignement général. Il nous revient au cours de cette réunion d'évaluer la performance de cette activité. Cette analyse se fera au 30 juin 2020. Au même moment, nous allons essayer de voir avec vous les difficultés qui ont jalonné le processus de mise en œuvre du PAC 2020. Naturellement, ensemble, nous allons ébaucher quelques pistes de solutions pour nous permettre de jouer pleinement notre rôle. Dans le secteur de l'enseignement, la pandémie à Covid-19 a ralenti les choses. Les activités n'ont pas encore bien évolué dans leur exécution et c'est tout juste dû à la pandémie. Actuellement, nous sommes à un taux d'exécution. À la direction départementale du plan du développement, il est prévu pour l'année 2020 l'analyse des programmes de développement communal, le MS Project, un outil de planification, de suivi et d'évaluation des projets-programmes, l'appui aux communes pour l'installation d'une base de données au format DevInfo et l'accompagnement des communes dans la définition d'une stratégie de promotion de l'économie locale. 4 activités dont la mise en œuvre pourrait être freinée par des difficultés. Les premières difficultés sont relatives aux moyens roulants. Nous gérons 2 départements, nous n'avons qu'un seul véhicule. Le préfet a promis le programme annuel d'assistance conseil 2021 pour très bientôt. Toutes nos excuses pour la qualité du son de cet élément, on y revient dans nos prochaines éditions. Allons maintenant hors de nos frontières au Nigeria. Un fonctionnaire perd connaissance lors de son audition devant une commission parlementaire chargée d'enquêter sur les faits de corruption et de mauvaise gestion de fonds dans le delta du Niger. Et puis, les 27 pays de l'Union européenne approuvent un plan de relance historique post-Covid au terme d'un sommet marathon. La compilation est signée Jérôme Umbo. Le directeur général de la Commission de développement du Delta du Niger, NDDC, Daniel Pondey, était entendu par cette commission de la Chambre des représentants dans le cadre d'une large enquête ordonnée par le président Muhammadu Buhari. Sur les images diffusées par les chaînes de télévision nationales, on le voit s'effondrer sur son siège puis perdre connaissance avant que les députés présents dans la salle ne se précipitent pour lui venir en aide. Il a été dans un second temps transféré à l'hôpital pour y subir des examens. Situé dans le sud du Nigeria, le delta du Niger concentre les ressources pétrolières et gazières du pays qui tire 70% de ses revenus de sa production de pétrole, mais reste paradoxalement très pauvre.
Okay? Yes. Le président du Conseil européen, Charles Michel, salue un accord solide et le bon accord pour l'Europe en ce moment. Il aura fallu 4 jours et 4 nuits et de multiples prises de bec, mais les 27 dirigeants européens ont trouvé un accord sur un plan historique destiné à soutenir leurs économies frappées par la crise du coronavirus, basée pour la première fois sur une dette commune. Nous avons décidé de soutenir un budget pour les 7 prochaines années à concurrence de 1074 milliards d'euros. Nous avons décidé de mobiliser 750 milliards d'euros pour soutenir une capacité de relance économique. L'Europe est rassemblée. Nous avons négocié 4 longues journées et nuits, plus que 90 heures, mais cela a valu la peine. Cet accord est un signal de capacité d'agir en Europe. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte se dit content de l'accord conclu. Les sources de tension n'ont pas manqué au cours de ce sommet marathon. Par ailleurs, aux USA, Donald Trump soutient le port de masques face au coronavirus comme un geste patriotique. Le président américain a longtemps affiché une position ambiguë sur cette question sensible et n'est apparu en public avec un masque pour la première fois que le 11 juillet, plusieurs mois après que la pandémie a fait plus de 140 000 morts aux États-Unis. Et pendant ce temps, son adversaire, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, promet de mettre fin au décret anti-migratoire du président américain Donald Trump s'il est élu président en novembre prochain. Le décret en question, connu sous le nom de Muslim Ban, interdit l'entrée sur le territoire américain des ressortissants de 6 pays dont la population est majoritairement musulmane. I will end the Muslim ban on day 1. Pékin va donner une réponse forte après que le Royaume-Uni a suspendu son traité d'extradition avec Hong Kong. Message du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. La Chine a menacé le Royaume-Uni de conséquences si Londres impose des sanctions à Pékin du fait de la reprise en main engagée à Hong Kong, ancienne colonie de la couronne. Les deux pays sont déjà à couteau tiré depuis la décision du gouvernement de Boris Johnson de mettre à l'index le géant chinois des télécoms, Huawei. Et comme il le fait avec d'autres pays, le régime chinois n'hésite pas à brandir l'arme des sanctions économiques pour régler un différend diplomatique. Voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Covid est toujours là. Bonsoir sur vous. La secrétaire. Hey! Secrétaire.